Oh non, merde. Ah, ça y est, c'est passé. On appelle quand même, on appelle quand même. Qui appelle? Bah non. Faut savoir ce que c'est. Si, ça y est, Quoi? Il y est plus. je vous appelle. Bah moi aussi, je suis là. C'est bon pour moi. Pourquoi ça s'est allumé? Il faut qu'il y ait l'un d'entre nous qui écoute le DDO, voir s'il annonce. Voilà le générique. Et vous parlez doucement, les enfants. Oui, enfin, je vais vous essayer, oui. Attends, attends. Nous sommes tous là de toute façon, puisque nous sommes à 1 0 moins 27 minutes. Bonjour, bonjour. Parce que Un rendez-vous inhabituel pour la télévision, mais vous le savez, vous le voyez sur votre écran. Ariane L6 est sur son pas de tir, prêt à être lancé dans 27 minutes et 30 secondes exactement. L'importance de ce tir, on la connaît, surtout après l'échec de L5. Il faut donc que pour Ariane, dans 27 minutes, réussir sa satellisation, réussir sa mission. Cette nuit, la chronologie s'est déroulée sans incident particulier. En tout cas, pour le moment, le tir est toujours prévu à 8h59. La chronologie est donc respectée. 8h59, donc dans très peu de temps. Peu d'incidents donc en règle générale. Cette nuit, on notera quand même un problème sur un boîtier d'armement au niveau d'une fusée d'accélération pour la séparation du premier et deuxième étage. C'est un problème mécanique, en fait, un problème tout bête, une clé qui était bloquée dans ce boîtier. Et je me suis laissé dire qu'il avait fallu scier cette clé. Enfin bon, l'incident est réparé. Le temps perdu qui était de près d'une heure a pu être rattrapé. Ça s'est passé juste avant le retrait de la tour. Un retrait tour qui s'est effectué sans problème. Actuellement, les pleins du troisième étage sont terminés. On est en train de préparer les éléments de synchronisation des calculeurs K1 et K2. C'est très important puisque cela permet pendant le tir de surveiller la trajectoire de la fusée. Et ensuite va commencer un briefing météo. Je peux vous dire pour le moment, d'après ce que l'on peut savoir et ce que je peux voir autour de moi, que le ciel est très clair. Et en principe, l'élément météo ne devrait pas intervenir et ne devrait pas gêner le décollage de cette fusée. Tout de suite, vous le savez, Ariane L6 va envoyer sur orbite deux satellites, ECS1, satellite de télécommunication européen. Ce sera le premier système opérationnel de télécommunication en Europe, ainsi qu'un autre satellite. Celui-là sera en orbite elliptique. Il s'agit d'AMSAT, un satellite destiné aux radios. Dans 25 minutes et 32 secondes, donc maintenant le décollage. Mais tout de suite, je vous propose de revenir un petit peu en arrière, de voir comment s'est déroulée cette campagne avec ce montage qui nous ramène au dernier lancement en septembre.
Voilà, retour dans la salle Jupiter qui est la salle de coordination, de contrôle de l'ensemble des opérations. C'est ici que nous arrivent toutes les informations en provenance du lanceur, en provenance de la fusée, mais aussi en provenance des stations aval qui suivent la fusée pendant sa trajectoire. Que je vous dise tout de suite que actuellement nous sommes dans une période d'attente pour le lancement. Jusqu'à H-10, nous sommes à H-21 minutes et 15 secondes et actuellement il est procédé aux dernières vérifications afin ensuite d'établir un rapport à H-10, une sorte de rapport qui s'appelle la synthèse de la situation, et à ce moment-là on pourra dire si la fusée peut partir ou pas partir. C'est une sorte de compte-rendu vert. On voit si tous les panneaux sont verts, puisque je pense que vous avez pu vous en rendre compte dans l'image de la salle Jupiter, au-dessus des techniciens qui travaillent, se trouvent les panneaux avec marqué autorisation de lancement, etc. Et donc, quand un de ces on peut voir si il y a un problème ou pas. Pour le moment, c'est toujours resté au vert. Une petite frayeur 5 minutes avant le début de l'émission, hein, le mot lanceur s'est allumé en rouge. Tout de suite, nous sommes demandé ce que c'était. Vérification faite, m'a dit l'un des responsables de ce lancement, c'était un rouge de bonne santé, la pression qui indiquait que la pression était très bonne dans le troisième étage, dont le remplissage en oxygène liquide et en hydrogène venait d'être terminé. Dans 19 minutes, donc, la fusée va décoller. Je vous propose de voir un petit peu mieux la mission de cette fusée maintenant, avec bien sûr le premier satellite, un satellite très important, c'est ECS-1. Donc tout de suite ce reportage.
Retour sur le site de lancement au centre spatial guyanais. Pour l'instant, tout se passe sans problème. Dans 15 minutes et 30 secondes, la fusée va partir. Je vous rappelle que cette chronologie a commencé hier matin vers 4 heures, c'est-à-dire que la chronologie dure en tout quelques 28 heures, plus de 28 heures. Je vous ai donc dit qu'il y avait eu un petit incident au niveau d'une clé, d'un boîtier d'armement cette nuit. Et hier matin, il faut le rappeler, il y a eu un problème qui s'était déjà produit sur d'autres lancements. Un problème lors du remplissage en N2O4, c'est-à-dire en peroxyde d'azote, qui est l'un des deux combustibles utilisés pour le premier étage et le deuxième étage. Ce sont des moteurs Viking qui sont utilisés. Il y a eu un problème lors du remplissage au niveau, non pas du lanceur, mais au niveau des canalisations. Et également au niveau des pompes qui permettent d'amener ce carburant, ce comburant de leur zone de stockage dans les réservoirs de la fusée. Donc ce problème avait entraîné quelques 45 minutes de retard, mais il faut savoir que ce genre d'incident n'est pas vraiment prévu, mais disons qu'il y a une zone de flottement de prévu en certaines périodes qui permettent justement de réparer ou d'intervenir assez rapidement. Et c'est ce qui a été fait, ce qui fait que nous sommes toujours dans la configuration prévue avec donc le tir à 8h59. Tout à l'heure, nous avons pu voir un petit peu les missions de CS1. C'est vraiment un programme très important pour l'Europe, un programme mené par l'organisation Eutelsat. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler un petit peu plus longuement, notamment au moment de la satellisation. Je vous propose tout de suite de découvrir l'autre satellite, le deuxième passager, qui est beaucoup plus petit. Il s'agit de AMSAT. Voyons ce reportage. Ils sont moins tendres. Ils sont assez décompacts. Ils sont plus confiants, je crois. Bah, ils sont toujours confiants. Non, mais là, ils sont plus. Là. Ouais. Parce que regardez Oswald. Oswald, il a promené la route. D'habitude, c'est un vide.
retour à la salle Jupiter, dans 11 minutes le décollage et dans 1 minute un rendez-vous important au niveau de la chronologie puisque nous aurons le compte-rendu des verres, des panneaux que j'ai demandé à la réalisatrice de nous montrer un petit peu les panneaux qui sont dans la salle Jupiter avec les autorisations de lancement et le décompte, que nous puissions un petit peu détailler tout ce panneau. Voilà, donc vous voyez, c'est ce panneau qui nous informe sur le déroulement de la chronologie. Dans 30 secondes, si aucun rouge ne s'allume, ce sera vraiment très très bon signe. Alors la prochaine séquence importante ensuite sera le rendez-vous à moins 6 minutes, puisque à ce moment-là commencera ce que l'on appelle la séquence synchronisée. C'est-à-dire que à partir de là, pratiquement toutes les opérations se font de façon automatique. Et ce sont les ordinateurs, toute la grosse machine qu'il y a derrière Ariane, qui donc prend les choses en main, et les interventions manuelles sont de plus en plus réduites. On peut cependant intervenir de façon manuelle, je veux dire, jusqu'à H plus moins 4 secondes, et ensuite le lanceur est parti. À noter que le décollage proprement dit se fait à H plus 3,4 secondes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mise en train, et c'est le temps de la mise à feu, et aussi le temps que les bras qui retiennent la fusée se détachent. Donc pour le moment, tout se déroule normalement. Là sur votre antenne, vous pourriez voir voilà, là vous voyez monsieur Yves Béguin, qui est le directeur des opérations du lancement. C'est lui qui a grossièrement, on peut dire, appuyé sur le bouton hier matin lors du début de cette chronologie, et c'est lui qui coordonne le tout et qui peut prendre les décisions et intervenir manuellement, bien sûr à partir de tous les éléments que lui donnent les gens qui sont autour de lui, mais aussi les gens qui sont situés dans ce qui est appelé le CDL, c'est-à-dire le centre de lancement, qui est une sorte de blocos qui est situé juste à côté du pas de tir, puisque la salle Jupiter est à une dizaine de kilomètres du pas de tir. Cela pour des raisons notamment il y a notamment des gaz qui s'échappent. Le CDL est un blocos. Les gens sont enfermés dans cette depuis quelques 18 heures. Dans 8 minutes, donc, le lancement. Un mot sur les invités, des personnalités du département, bien sûr, mais également Laurent Fabius, le ministre de l'Industrie et de la Recherche. Laurent Fabius qui est arrivé hier soir à l'aéroport de Caïdron-Chambaud et qui s'est tout de suite rendu à Kourou. Il y a eu une réunion informelle avec les gens du centre spatial guyanais, du CNES, de l'ESA, et puis également avec la presse. Le ministre nous a d'ailleurs confirmé ce qui avait été annoncé à l'occasion du Salon du Bourget, qu'un cahier du CNES serait été remis au gouvernement afin que le gouvernement puisse avoir une vision globale du programme spatial et prendre des décisions à long terme, ce qui peut quand même être très intéressant. Bon, cette réunion, ces décisions ne devraient intervenir que vers le mois d'octobre, mais cela peut être très important puisque pourrait être éventuellement décidé la création d'un 3e pas de tir, pourrait être décidé également l'étude ou le début de travail sur des vols habités, pourquoi pas. Enfin, nous n'en sommes pas là puisque une bonne partie de la suite du programme est quand même conditionnée par l'événement de ce matin. Laurent Fabius a également rappelé que la France était la 3e puissance spatiale et donc il était très important que le tir de ce matin réussisse. Il a également évoqué l'enjeu important, on le sait, enjeu pas seulement spatial mais aussi pour les télécommunications, pour la météo ou encore pour la prospection à partir des satellites. Et il a également aussi parlé de ce marché qui est fabuleux des satellites, un marché qui représente quelques 50 milliards de francs et qui également représente des emplois à la clé, ce qui n'est quand même pas négligeable dans la période que nous traversons. Dans 39 secondes, le passage en séquence synchronisée, donc c'est à partir de là que les ordinateurs vont prendre en charge la fusée. Je propose que nous prenions un petit peu l'ambiance de cette salle. Bon, vous avez des commentateurs techniques qui informent les invités, qui sont
Voilà, je vous laisse un petit peu écouter l'ambiance. Voilà, la séquence synchronisée vient de commencer. Tous les moyens sont donc en synthèse automatique. So now we go beyond the -6 minutes on a sequence, and the sequence is starting exactly at 5 minutes 30 seconds. We are now 5:37, 36, 35. Alors à présent, si un incident intervenait, il faut savoir que nous serions obligés la chronologie s'arrêterait, nous serions obligés de revenir à H-10 minutes. Cela pour permettre de tout revérifier les verres, d'essayer d'analyser le problème, et aussi à cause des satellites, car les satellites depuis H-10 sont en alimentation vol, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant indépendants du sol et entièrement intégrés dans l'alimentation énergétique du lanceur. Et si une interruption de chronologie intervient, nous sommes obligés de remonter à H-10 parce qu'il faut réalimenter ces satellites. Voilà, pour le moment tout se passe très bien. Dans 4 minutes et 46 minutes maintenant, alors dans 4 minutes et 30 secondes, Ariane L6 va s'envoler, 210 tonnes, une poussée donnée par les 4 moteurs du premier étage de quelques 240 tonnes, c'est-à-dire à peu près la poussée de 4 Concorde réunies, ce qui représente une poussée fantastique. L'ambiance est assez tendue, mais les ingénieurs du centre spatial sont quand même très confiants. Il faut dire que ce lancement a été reporté plusieurs fois, on le sait, et il y a eu quand même de nombreuses vérifications, des vérifications très minutieuses qui ont été effectuées, et en fait, toutes les chances ont été mises du bon côté. Là, ce que vous voyez sur l'écran, ce sont les tables traçantes, c'est-à-dire ce sont ces tables qui vont suivre la trajectoire de la fusée à partir du décollage. Voilà, là vous voyez le 3e étage avec juste au-dessus la coiffe d'Ariane, dans lequel sont les satellites. Il faut aussi évoquer le SILDA, le système de lancement double SILDA, qui n'avait pas pu être utilisé n'avait pas pu être démontré pendant le lancement d'L5 à cause de l'échec bien sûr, et cette fois nous allons donc pouvoir le voir en démonstration. C'est l'un des intérêts de ce tir, puisqu'on peut envoyer 2 satellites de façon totalement indépendante, 2 satellites totalement indépendants l'un de l'autre. Dans 3 minutes, les secondes s'égrènent. Les commentaires techniques ici sont assurés par M. Auger et M. Debois. Le 3e étage était arrêté. Il y aurait des informations particulières que nous saisirons et nous n'hésiterons pas à le faire. Next key then, H minus 2 minutes. We are now 2 minutes 33 seconds. At this 2 minutes key time, then we pressurize the LOX tank of the third stage to the flight pressure. H-2 minutes, le réservoir d'oxygène du 3e étage sera pressurisé à la pression de vol. Voilà, ce sont les commentaires techniques de messieurs Hauser et Desbois, qui sont de l'agence spatiale européenne et d'Ariane Espace, et éventuellement en cas d'incident, je n'hésiterai pas à vous les faire entendre, car ils ont parfois des informations plus rapidement que nous, bien sûr, puisque eux sont directement reliés au DDO. Plus qu'1 minute 48 secondes. At minus 1 minute 10, we start the recording system of the blockhouse. H-1 minute 10, on démarrera tous les enregistreurs magnétiques du centre de lancement. H minus 1 minute 20 seconds. At minus 1 minute, then we switch on the launcher the power from ground to
onboard power. Oui, les puissances, les alimentations vont être transformées et vont commuter à partir du sol sur le lanceur. 1 minute. Top. Plus qu'une minute 56, 55. Je vous laisse vivre en direct ce décollage d'Ariane L6. En principe, donc la chronologie est parfaite. Dans 45 secondes, Ariane L6 va quitter le sol de Kourou. Vous allez noter à H-4 secondes le bras cryogénique qui va quitter la fusée et permettre donc son décollage. Minus 20 seconds. Now we are arming the pyrotechnic of the launcher. Ils arment la pyrotechnie du lanceur. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu. Décollage. Take-off. Ariane est partie. Ariane s'élève très doucement. 40 tonnes, 4 Concorde. Voilà, la table traçante s'indique, mais je pense qu'il faut rester sur l'image de la fusée. Oui, le décollage est inscrit. Et nous avons maintenant je demanderai qu'on montre les écrans de télémesure où on voit le suivi de la fusée. Voilà, le pilotage est normal. Alors ce premier étage, pour arracher les 210 tonnes, il a 4 moteurs Viking 5 qui développent donc plus de 60 tonnes de poussée chacun, c'est-à-dire l'équivalent des 4 Concorde. Les 4 moteurs avec les 2 réservoirs de diméthylhydrazine, de peroxyde d'azote, ce sont les 2 combustibles utilisés, forment l'essentiel de cet étage qui mesure 18,4 mètres de haut et pèse 150 tonnes au décollage, 3,8 mètres de diamètre. Sa consommation, 1 tonne de carburant à la Top décollage à 11h, 59 minutes, 3 secondes, 360 millisecondes. Normal, pilotage normal, trajectoire normale. Le décollage se poursuit toujours de façon normale. En 30 secondes, Ariane a atteint 913 mètres d'altitude. Et en fait, nous allons bientôt passer à la séparation du premier et deuxième étage, puisque en tout, le premier étage sert pendant 146 secondes, c'est-à-dire un petit peu plus de 2 minutes 20 secondes. Donc dans quelques 10 secondes, la séparation, je pense que nous allons pouvoir la suivre sur l'écran. Extinction L140. Voilà la séparation de l'étage. Séparation 1-2. Allumage deuxième étage. Allumage deuxième étage également. Donc, Le deuxième étage s'est allumé, tout est nominal, comme on le dit ici, tout est... Normale. Ce deuxième étage va donc fonctionner à présent pendant Pilotage normal. pendant 136 secondes, c'est assez rapide également. Il va brûler 33 tonnes d'ergol et il développe une poussée de 72 tonnes dans le vide. Le deuxième étage, que l'on appelle le L33, mesure 11,6 mètres de haut, 2,6 mètres de diamètre. Sa propulsion est assurée par un moteur Viking 4 qui utilise le même carburant que le deuxième étage, l'UDMH Pression normale, 4. pilotage normal. Du deuxième étage est effective depuis 2 minutes 33 secondes, nous sommes à 3,31. A noter que la phase guidée a commencé depuis maintenant à peu près 1 minute.
Et la vitesse du lanceur à ce moment est à 2,6 km par seconde. 2 km par seconde. Son altitude est maintenant aux environs de 70 à 80 km. Tout semble se dérouler parfaitement. Nous sommes exactement à 4 minutes, H plus 4 minutes et 7 secondes maintenant, ici 4 minutes et 14 secondes, il devrait y avoir Nous approchons du largage de la coiffe. La coiffe vient d'être larguée, c'est-à-dire la protection des deux satellites qui sont donc au sommet de la fusée. Tout se passe donc parfaitement. Le troisième étage va bientôt s'allumer dans quelques 22 secondes. Pilotage normal, trajectoire normale. Voilà, l'étage commence à s'éteindre maintenant. L'altitude du lanceur est à présent de 2 km et sa vitesse est de 4,2 km par seconde. Allumage troisième étage. Le troisième étage devrait s'allumer. Le troisième étage aurait dû s'allumer. Pression normale troisième étage. La pression est normale. Le pilotage démarré. Voilà, l'allumage du troisième étage est effectif. Tout semble correct pour le moment. Pression et pilotage normal. Toutes les pressions donc semblent correctes. Le troisième étage, je vous rappelle que c'est quand même là où on avait connu l'incident en septembre dernier. Le troisième étage, l'incident qui s'était situé au moment de l'extinction, puisque l'étage s'était allumé beaucoup trop tôt. Cet étage va fonctionner pendant 545 secondes, pendant près de 10 minutes. Télévision natale accrochée. La trajectoire est toujours parfaite. Et le lanceur est à présent pris par les stations de poursuite de Natal et ensuite dans quelques instants d'Asunción, puisqu'il s'éloigne très rapidement bien sûr. Son altitude est de quelques 205 km, sa vitesse de 4 km 288 par seconde, plus de 4 km par seconde. Nous sommes à 6 minutes 39 du vol et pour le moment tout semble correct. Une petite anecdote à noter, c'est que pendant le deuxième étage, Ariane est redescendue. Et ça, cela c'est dû à la masse des satellites qui étaient envoyés qui sont envoyés sur orbite, car normalement le lanceur partait dans un angle, partait à peu près entre Kourou et les îles du Salut, et cette fois il est parti directement au-dessus des îles du Salut, et c'était parce qu'il fallait faire monter le lanceur très haut, de telle façon à ensuite le faire redescendre, parce que on ne peut pas changer on ne peut pas changer la masse des carburants qui sont emportés, les carburants qui représentent quelques 90% des 240 tonnes d'Ariane. Et donc le lanceur est parti un petit peu plus au nord, de telle façon à aller plus haut, pour ensuite redescendre, de telle façon à brûler le carburant qu'il y avait en trop, car la masse envoyée était moins importante que d'habitude. Et c'est d'ailleurs la première fois que le lanceur est envoyé autant au nord, et c'est une manœuvre qu'ici l'on appelle la manœuvre enlacée. Pour le moment, tout semble correct. Le prochain rendez-vous de chronologie, et c'est très bientôt, puisque c'est après les 9 minutes et 20 secondes de vol qu'on avait eu l'incident à L5, donc tout le monde guette un petit peu ce passage. Cela dit, la turbopompe a été testée plusieurs fois, l'étage fonctionne pendant 545 secondes, et cette turbopompe a été testée pendant plus de 4000 secondes, donc vraiment, et je crois que l'on peut être très optimiste. On notera que dans la salle, le public n'a pas applaudi. Il est vrai que la dernière fois, les applaudissements étaient peut-être arrivés un petit peu trop tôt, bien que le lancement, de toute façon, se soit passé de façon
de façon excellente au niveau de la base. Pour le moment donc ici tout se passe très très bien. 8 heures, 9 minutes de vol. Fin de mission sauvegarde. Vous avez peut-être entendu la fin de mission sauvegarde. La mission sauvegarde, c'est-à-dire la mission, les gens qui veillent à ce que le lanceur ne puisse pas tomber sur des zones habitées ou représenter un danger. Donc maintenant la fusée entre dans une zone où l'on estime qu'il n'y a pas de risque pour la population, puisqu'elle est à présent elle est à peu près au milieu de l'Atlantique. Pression normale, pilotage normal. L'altitude du lanceur a donc diminué légèrement, quelques 200 km d'altitude. La vitesse par contre est passée à 9756 mètres par seconde, presque 10 km par seconde. Pression normale, pilotage normal. Alors nous allons atteindre d'ici 4 minutes ce qui est la vitesse d'injection, un point très important puisque c'est l'injection des satellites sur leur orbite de transfert, une orbite à partir de laquelle, à l'aide de leur moteur autonome, les satellites iront se placer sur leur orbite définitive. Tout semble nominal pour le moment. Nous allons bientôt avoir l'acquisition d'Ariane par le radar d'Ascension, le deuxième station de poursuite, puisqu'actuellement c'est Natal qui a pris en charge la fusée. Je vous rappelle que la station de Natal ne nous envoie pas la télémesure, donc actuellement, alors que c'est bien sûr enregistré là-bas. Oui, il semble qu'il y ait un... Oui, il y a eu vous avez dû l'entendre, il y a eu une perte de la télémesure, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'informations par Natal, mais tout semblait nominal, et d'ici d'ailleurs 20 secondes, on devrait voir réapparaître le lanceur, au moins sur le plan des tables traçantes, au niveau d'Ascension. Tout se passe normalement, c'est certainement un problème de liaison entre la station de Natal au Brésil et puis ici la salle Jupiter. L'acquisition d'Ascension devrait intervenir dans très peu de temps. Ascension qui doit suivre la fusée pendant jusqu'à H plus 21 minutes 50 secondes. Il y a un petit moment de flottement quand même, car on attend les informations d'Ascension. Acquisition, radar, Ascension. Voilà, l'acquisition, vous entendez, une bonne nouvelle. Acquisition, télémesure, Ascension. Voilà, une bonne... Pression normale, pilotage normal. Ouais, voilà, on est un petit peu rassuré dans la salle Jupiter, puisque quand même pendant quelques minutes, on n'a pas eu d'informations données par la station de Natal. La trajectoire est normale, tout semble parfait. Nous attendons donc ce rendez-vous, je vous l'ai dit, pour atteindre la vitesse d'injection de la fusée.
Et à ce moment-là d'ailleurs, commencera la séquence d'arrêt du 3e étage. Il y aura bientôt 14 minutes. L'activité ne sera pas de tir en cours. On attend bien sûr que selon le programme, selon les différentes étapes, on attend bien sûr la 15e minute, je dirais, avec impatience, car c'est C'est bon. Carte natale. cela devra se séparer du reste de la fusée et ce système de lancement double qui doit être Carte ascension. Alors, on vient d'annoncer la perte ascension. Perte radar ascension. Ils ont perdu le radar ascension, ce qui normalement ne devrait pas intervenir tout de suite puisque ascension doit être en liaison avec la fusée jusqu'à H plus 21 minutes. Il semble vraiment Extinction qu'il du y ait- H8. Le H8 vient de s'éteindre à 14. Le H8 a dû s'être éteint au bon moment. Tout semble correct pour le moment. Je vous dis juste le problème, c'est que il semble qu'il n'y ait plus d'informations télémesures fournies par Ascension. Je vous rappelle d'ailleurs que lors de la répétition de cette chronologie lundi dernier, il y avait eu des difficultés de liaison déjà avec les radars de Natal et d'Ascension. Actuellement, tout semble normal d'après les informations qui nous sont fournies. Alors, actuellement, doit commencer l'orientation du lanceur par ce qui s'appelle le SCAR, c'est le système de contrôle d'attitude et de roulis. Et il s'agit en fait d'obtenir la bonne direction pour pouvoir injecter ensuite les satellites. Donc, normalement, doit intervenir cette mise en rotation. En quelque sorte, la fusée va tanguer, va aller. Voilà, le 3e étage en spin enroulé, ce qui permet de préparer l'injection des satellites. Tout semble toujours parfait. Plus 16 minutes. Il semble en fait que Séparation d'ECS. ECS vient d'être séparé et vous le voyez, on applaudit car maintenant on est vraiment soulagé. Comme ça devrait dans très peu de temps, ce qui va prouver le bon fonctionnement du Pilotage SILDA. normal. Tout semble parfait. Il semble que le problème de liaison avec Ascension soit rétabli. Dans 1 minute maintenant, la séparation Bascule d'AMSAT. balancé. Alors ECS a été mis en orbite, va être mis en orbite géostationnaire donc, et AMSAT lui en orbite elliptique. Donc d'ici 30 secondes, nous saurons si AMSAT s'est bien séparé. AMSAT qui est dans le système SILDA, qui est en quelque sorte au 2e étage. Le SILDA vient de se séparer, donc AMSAT est maintenant tout seul au sommet d'Ariane. Voilà donc deux opérations très importantes qui viennent de se produire. On attend maintenant bien sûr Mise en spin d'AMSAT. On prépare la séparation d'AMSAT actuellement. Séparation AMSAT. AMSAT est séparé, voilà. La mission d'Ariane est remplie. Nous attendons maintenant le diagnostic. Voilà. Maintenant, il va falloir attendre que 2 minutes pour savoir pour avoir le diagnostic sur les satellites, mais je crois que ce vol s'est déroulé parfaitement.
Nous allons maintenant essayer d'obtenir des réactions des gens qui ont travaillé sur ce lanceur. Vous voyez là Monsieur Fabius, à côté de Monsieur Hubert Curien, qui est le président du CNES, le Centre national d'études spatiales. C'est vraiment... ça semble être... Nous allons essayer d'obtenir des réactions assez rapidement. On nous propose, en attendant ces réactions, éventuellement de revoir les images de ce lancement, juste le début pendant quelques instants, en attendant d'avoir ce diagnostic et donc de pouvoir obtenir ces déclarations. Félicitations à tout le monde. On va peut-être descendre un peu. Autant de plaisir à entendre le normal, hein, tout le temps. Pardon, messieurs. Ah, vous ne voulez pas? On peut y aller là? Monsieur le ministre, votre première réaction déjà en tant que spectateur? C'est formidable. Il y a une équipe là qui est extraordinaire et quand on entend là au fur et à mesure normal, ça donne un sentiment formidable. La France et l'Europe sont partis pour faire vraiment un succès extraordinaire. Ces 20 minutes sont très longues. Elles sont longues, mais bon, moi je suis venu comme ça pour le soutenir de la part du gouvernement français, du peuple français, mais je pense à tous ceux qui ont préparé ça pendant des mois et c'est une réussite magnifique. Maintenant, la première réaction du ministre, là c'était le spectateur en tant que ministre. Bon, vous savez, on ne fait pas de différence entre l'un et l'autre. Moi je suis fier que mon pays et l'Europe se placent au tout premier rang dans la conquête de l'espace, à la fois du point de vue scientifique et du point de vue commercial. Et c'est une aventure extraordinaire pour nos techniciens, nos ingénieurs et nos jeunes. Et je pense que l'espace peut faire largement sa place à l'Europe et à la France. Pour vous, le secteur spatial, c'est un secteur très important pour l'activité industrielle en France. Très important, puisque dans les 10 années qui viennent, ça va représenter probablement du point de vue commercial 50 milliards de francs, donc beaucoup d'emplois, beaucoup de commandes. Et moi, comme j'ai la charge de préparer l'avenir pour le pays, l'espace est un des secteurs les plus importants, un secteur capital. Et le succès d'aujourd'hui est magnifique. Avec ce tir réussi d'Ariane, on peut déjà annoncer la suite du programme avec peut-être Ariane 5? Bon, il y a déjà toute une série de choses, mais enfin déjà, il faut qu'on honore nos commandes, puisqu'on a 35 commandes, et je suis sûr que ça va donner du moral à tout le monde, et puis une fierté du spatial français. Merci Monsieur le Ministre. Tiens, Dominique, pour RFO Guyane. Là. Oui, Monsieur le Ministre, nous avons déjà entendu sur notre antenne. Un petit mot peut-être en ce qui concerne le Centre spatial guyanais et la Guyane. Oui, d'abord pour dire que c'est un succès extraordinaire et que le premier sentiment qu'on a, c'est une grande fierté et puis une formidable joie. En ce qui concerne le centre de Kourou, ça veut dire bien sûr son développement, puisque déjà des efforts très importants ont été faits, mais enfin on va le continuer pour vraiment mettre le paquet. Et comme je suis sûr que la Guyane doit tirer avantage de tout cela, comme par ailleurs il faut que nous fassions effort pour développer, industrialiser, utiliser toutes nos potentialités d'énergie en Guyane, je crois qu'aujourd'hui c'est un jour important à la fois pour l'ensemble de l'Europe, pour l'ensemble des Français et en particulier pour la Guyane. Est-ce qu'on peut penser à la construction d'un troisième ensemble de lancement ou c'est encore trop tôt? Écoutez, déjà, le deuxième est bien avancé, n'est-ce pas, M. Curien, qui est le président du CNES. Chaque chose en son temps, mais enfin, disons qu'aujourd'hui, on a franchi une très grande étape. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Hubert Curien, je vais vous demander d'intervenir, de nous... Non, nous sommes très bien ici. Vous avez la caméra ici. Voilà. Monsieur Curien, une première action, c'est soulagement, vous étiez... Nous étions confiants, mais tout de même nous sommes contents que tout se soit si bien passé. Nous avons une confiance totale dans cette fusée, mais nous avions à le démontrer et aujourd'hui nous l'avons fait. Donc pour vous, maintenant, la porte est ouverte pour le reste, Ariane L7 avec Intelsat. Nous avons, comme vous le savez, un programme très chargé pour les lancements
déjà dès cette année, nous devons faire de nouveaux lancements. L'an prochain, nous avons un calendrier extrêmement chargé aussi et nous avons un bon nombre de clients. Je suis sûr qu'après aujourd'hui, nous en aurons encore beaucoup plus. Merci, Monsieur Hubert-Curien. Nous allons essayer d'avoir d'autres réactions à présent, d'autres personnalités qui sont ici. Vous voyez, c'est un petit peu la bousculade, mais très discrète. Mais il faut dire que le tir s'est tellement bien passé que c'est vraiment pour tout le monde ici. Et je vais donc chercher d'autres invités pour pouvoir leur poser des questions. Et on a le sentiment que ça va être une grande joie. Et je crois que À tous nos invités, il faut les remercier de la confiance qu'ils nous ont témoignée. Je suis sûr que la joie qu'on ressent ici, c'est aussi la leur. Alors, un bonjour à la fois de loin et de très près, c'est-à-dire du cœur. Oui, j'ai entendu. Monsieur Joseph, vous êtes le président du conseil des programmes Ariane. Alors, une petite réaction à chaud? Oh, bien évidemment, une immense satisfaction. Nous avions eu, comme vous le savez, une très grande déception après l'échec de L5. On a énormément travaillé, beaucoup travaillé dans tous les domaines. On a revu le lanceur de A jusqu'à Z. On a essayé de déterminer tout ce qui pouvait ne pas fonctionner. Et puis ce tir d'aujourd'hui montre que ce travail a été bien fait et naturellement utile. Il faut maintenant, vous le savez bien, que tout continue comme ça pour les vols qui suivent et qui vont être très importants, psychologiquement surtout, puisque ce seront des vols pour placer en orbite des satellites de l'organisation internationale Intelsat. Donc la réputation de l'Agence spatiale européenne continue à être en jeu. Il faut continuer. Alors, il faut préciser que vous représentez tous les pays qui financent ce programme. Alors je crois qu'aujourd'hui pour ces pays c'est vraiment un grand soulagement. Et on peut penser à l'avenir à plus long terme peut-être? Alors c'est un grand soulagement. Évidemment, les décisions qui doivent être prises concernant l'ensemble des programmes Ariane seront facilitées par ce succès. La confiance est complètement revenue, c'est une évidence. Et ceci nous promet des années à venir un peu plus faciles que les derniers mois que nous avons connus. Merci beaucoup. Non, mais je fais long rien. Je vais essayer d'aller choper d'Alès, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Attends, en direct toujours là? Tout à fait. Oui, monsieur Curien, je peux simplement. Oui. Attends. Oui, une question simplement. Attendez, tiens, tu te pousses un petit peu, on va mettre monsieur Curien ici. Tu veux faire on va avec monsieur Dallest? Attends, monsieur Dallest va dire le. Monsieur Dallest. Monsieur Dallest. Monsieur Si vous voulez, on peut vous donner les informations sur le traitement des données d'injection, qui conclut donc à la satellisation des satellites ECS et AMSAT. Le périgée obtenu est de 199,8 km, le périgée théorique est de 200 km. L'apogée obtenu de 37 831 km,6 et l'apogée théorique est 35 915 km. Bon, je ne vous donnerai pas tous les autres éléments qui sont un petit peu complexes, mais qui montrent que les satellites vont être en injection dans des conditions parfaites et auront peu de corrections à faire pour leur mise à poste. Monsieur Guest pour RFO, s'il vous plaît, une première réaction. Ce tir s'est passé, chronologie sans problème, un vol sans problème. C'est bien entendu une très grande satisfaction. Nous étions, comme vous l'avez vu, prêts. Je crois que toutes les équipes industrielles de l'Agence spatiale européenne et du CNES ont fait un effort considérable pendant ces 9 mois pour passer le lanceur au crible. Et je crois qu'on peut dire que ces efforts ont été conclus par ce succès, et ce qui confirme la confiance que nous avons dans ce programme, qui doit encore, bien entendu, acquérir sa maturité. Nous sommes bien à faire, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Alors il y a aussi les clients, vous êtes le directeur général d'Ariane Espace, 35 commandes fermes, vous en espérez encore plus à présent? Bien écoutez, actuellement, il est certain que beaucoup d'utilisateurs attendaient ce lancement pour un certain nombre de négociations qui devraient approcher de leur conclusion dans les 2 ou 3 mois qui viennent, et bien entendu c'était une condition préalable. Merci beaucoup. Vous en avez
essayer d'obtenir d'autres réactions. Monsieur Lefebvre. Ah, je vous cherchais. Dis-moi, pendant l'interview, ça glisse. Daniel. Effectivement, vous avez dit clairement aux arrivants d'hier soir qu'on les invitait à visiter CNL. On va se mettre ici, comme ça. Comment on fait? Tout le monde va nous passer. Il faudrait mettre la barrière. Ouais, parce que... Parfait. Voilà. Daniel, on se met où? Comme ça? Bon, mais Monsieur Marius Lefebvre, vous êtes le directeur du Centre spatial guyanais. Vous êtes content, je pense. Hier nous étions optimistes, aujourd'hui nous sommes heureux. Alors pour le centre spatial, c'est quand même important. On parlait d'un passage de 700 à 800 personnes, c'est maintenant certain. Oui, oui, de toute façon notre programme continue au point de vue du recrutement, de la formation et de la cadence de lancement. Alors la cadence de lancement va être respectée, vous pensez, le prochain tir est donc prévu pour le 15 septembre. Et ensuite on va vraiment travailler beaucoup ici puisque ce sera tous les 2 mois. Le prochain tir, nous avons 3 lancements Intelsat qui vont se succéder, le 15 septembre, puis en novembre et puis au début de l'année prochaine. Et le centre spatial peut... Donc, nous avons travaillé de façon ininterrompue. Alors ça fait quand même 7 mois de retard avec ce lancement Ariane L6. Est-ce que ça n'a pas créé des problèmes particuliers au niveau du CSG? Alors si, au niveau du CSG, ceci nous a amené des problèmes et il nous a fallu faire un programme d'entraînement du personnel, un programme d'entraînement opérationnel du personnel par des lancements de fusées sondes, par des vols avions. Et maintenant, vous allez donc passer en configuration de lancement, en dynamique, presque tout. Nous espérons que, comme nous l'avons fait les 2 derniers lancements, disposer du champ de tir à leur H. Merci, Monsieur Lefebvre.